Eh bien, bonjour chers amis, bienvenue. Je vais faire une très courte intervention qui va s'inscrire dans la suite de mes, des courtes vidéos qu'on a publiées sur la chaîne sur le manichéisme. Et ce soir, nous allons découvrir une figure très connue du manichéisme, peut-être la figure la plus connue dans le monde manichéen qui a pu vivre en Occident, puisque ce soir nous allons évoquer la figure de l'évêque manichéen Faustus de Milève. Alors je vais lui consacrer une première partie et on aura ensuite une deuxième partie et on verra dans cette deuxième partie comment Augustin a réfuté Faustus et sur quel point. Et on va voir surtout à quel point est-ce qu'il a vraiment réussi à le réfuter. Alors parmi tous les manichéens d'Occident, Faustus de Milève est aujourd'hui le mieux connu. C'est le seul dont nous possédions un grand ouvrage conservé en entier, comme nous allons le voir juste après dans la seconde partie. Alors je précise que je vais aussi me baser beaucoup sur le mémoire de Paul Monceau, qui date de 1933, mémoire de l'Institut de France. Alors on pourrait se dire que la date est assez un peu reculée pour notre sujet, mais étant donné qu'on n'a pas de nouvelles sources sur Faustus, c'est-à-dire qu'on a on a eu entre-temps de nouvelles découvertes de manuscrits, mais ce sont des manuscrits en Égypte, notamment aussi en Algérie, mais sur Faustus en lui-même, nous n'avons que l'œuvre d'Augustin, son Contra Faustum, dont je parlerai la prochaine fois. Et à part cette œuvre-là, on connaît très mal Faustus, donc il n'y a pas eu de nouvelles découvertes autres que les manuscrits d'Augustin que nous ayons déjà. Donc ça n'est pas totalement anachronique de prendre un vieux mémoire de l'Institut de France de 1933. Au contraire, en fait, vu que l'état des sources n'a pas beaucoup changé, ça ne va pas beaucoup changer, ça ne va pas changer grand-chose à mon propos. Faustus donc. Faustus est né vers l'an 340 en Numidie à Milève, ville dont il deviendra l'évêque manichéen. On sait qu'il appartenait à une famille assez humble qui était encore païenne. Sur la condition sociale de la famille, nous avons le témoignage de l'évêque d'Hippone, Augustin, qui nous a fourni énormément d'informations sur la vie de Faustus. Il avait notamment un grand ami à Milève, à savoir Sévrus, qui lui était évêque catholique de Milève. Donc les deux habitaient dans la même ville, Faustus et Sévrus. Faustus, nous dit Augustin, était le fils, je cite, d'un pauvre homme de Milève. Quant à la religion de la famille, c'est Faustus lui-même qui parle du paganisme comme étant sa religion paternelle. Donc Faustus naît dans une famille assez humble d'origine, assez pauvre, mais malgré tout il reçoit une instruction assez complète. Son style et ses procédés de dialectique suffiraient à prouver qu'il avait fréquenté les écoles des grammairiens et des rhéteurs. Il y a sans doute été un élève assez brillant. Quoi qu'il en soit, on sait qu'il en a gardé la marque. Mais contrairement à Augustin, ça n'était pas quelqu'un de très curieux intellectuellement. On sent que les deux hommes n'étaient pas du tout sur les mêmes trajectoires intellectuelles. On sait que Faustus a terminé ses études à Carthage, mais qu'il n'a pas cherché, contrairement à Augustin dans sa jeunesse, à apprendre tout ce qui pouvait y être enseigné. Simple rhéteur, Faustus ne fut ni un érudit, ni un philosophe, ni un penseur vraiment original, mais je vais un peu nuancer ce propos par la suite. En ce qui concerne sa conversion au manichéisme, on sait assez peu de choses, pour ne pas dire quasiment rien. Le seul fait certain, c'est qu'il est passé directement du paganisme au manichéisme. Lui-même l'a souvent répété ou laissé entendre. D'ailleurs, s'il eût été d'abord catholique, Augustin n'aurait pas manqué de le rappeler au cours de ses récits ou de ses polémiques, puisqu'il aurait pu dire à Faustus, sachant qu'Augustin a écrit le Contra Faustum contre Faustus justement, il se serait empressé de rappeler. Faustus fut impliqué dans un grand procès intenté à des manichéens d'Afrique devant le proconsul de la région, Messianus, donc le fonctionnaire romain de l'Afrique romaine. Tous furent condamnés et relégués dans une île. D'ailleurs, l'exil ne dura guère. Faustus et une partie des manichéens ont été exilés sur une île au large de l'Afrique du Nord, mais quelques mois plus tard, vers le début de 387, Faustus et ses compagnons d'infortune ont pu être remis en liberté. On va un peu insister ici, puisque c'est Augustin qui nous donne beaucoup d'informations sur l'exil de Faustus. Il nous indique il fut relégué dans une île, mais les vœux publics des princes de la terre, qu'on rappelle au retour d'exil c'est 387, en 398, au moment où Augustin écrit ce fameux traité, le Contra Faustum, son adversaire Faustus donc était mort depuis assez longtemps. Revenu d'exil au début de 387, Faustus a dû mourir aux alentours de 390, en quelque sorte, enfin à peu près, dans ces eaux-là. Venons-en maintenant au personnage qui est très intéressant et dont j'ai déjà eu l'occasion de parler dans la dernière conférence sur l'éthique manichéenne. Et je vous y renvoie parce que je vais reprendre une citation texto.
On sait que c'était un homme assez excellent, assez exceptionnel, qui avait beaucoup de qualités, mais également quelques travers. D'abord, une vanité assez prononcée. Et tout ce que je viens de dire, en fait, va se baser sur ce que nous dit Augustin. Mais on arrive, quand on connaît un peu Augustin, à décerner ce qui relève, je vais pas dire du mensonge, mais un peu de l'attaque facile, et ce qui relève de la vérité. Parce que, même si ça a été un adversaire théologique, il a rencontré d'abord, donc il lui reconnaît aussi une grosse vanité. Il nous indique que Faustus était trop content de lui, qu'il aimait à parader en public, qu'il raffolait des succès de tout genre, des succès oratoires et des succès mondains, qu'il est capable de raisonner par eux-mêmes, esclave de vaines traditions. Bref, il se croyait un grand homme, le grand homme de son temps, et ne laissait trop voir. Personnage fascinant qu'on a envie de rencontrer. Ce grand homme se considérait également comme un saint homme. Un jour, il a commenté le sermon sur la montagne du Christ, et il se vantait d'observer lui-même à la lettre tous les préceptes du Christ. On va donner la parole à Faustus. Moi, s'écriait-il, j'ai quitté père, mère, femme, enfant, et tout ce que l'évangile ordonne de quitter. J'ai rejeté argent et or. Je n'ai plus un sou dans ma ceinture. Je me nourris au jour le jour sans me préoccuper du lendemain, sans m'inquiéter des moyens de remplir mon ventre ou de vêtir mon corps. Vous voyez en moi ces béatitudes du Christ qui constituent l'évangile. Vous me voyez pauvre, doux, pacifique, pur de cœur, affligé, affamé, altéré, prêt à supporter pour la justice les persécutions et les haines. Et là, c'est l'extrait que j'avais lu dans la dernière conférence sur l'éthique manichéenne. Et donc, on voit avec cet extrait assez grandiloquent que Faustus aimait un peu faire montre de ses vertus et de l'honneur de ses vertus. Il se proposait en quelque sorte comme sujet d'admiration de ses contemporains, comme le fidèle miroir de l'idéal évangélique. Malheureusement, cette vertu surhumaine du grand saint manichéen qu'était Faustus trouvait autant d'incrédules que d'admirateurs. Faustus avait beau déclarer qu'il ne possédait rien et vivait en ascète, on racontait qu'il était riche, qu'il ne se refusait rien, qu'il aimait le luxe. On raillait, et là on va laisser la parole à Augustin et à ce qu'il a pu entendre, on raillait sa vie de délice, connue de tous les auditeurs des manichéens, surtout de ceux qui étaient à Rome. Parce qu'on sait qu'avant sa conversion, Augustin est allé à Rome et qu'il a bénéficié des réseaux manichéens. On savait, très intéressant sociologiquement, on savait qu'il couchait sur un lit de plumes avec de belles couvertures en poils de chèvre. Par là, il scandalisait les maltaris ou natiers. En fait, ce qui veut dire, c'est que Faustus avait totalement rompu avec sa famille, ce qui est tout à fait en adéquation avec l'idéal manichéen. Ses faiblesses et ses fanfaronnades, ses prétentions et ses travers de parvenus ne doivent pas nous empêcher de reconnaître que les Africains du temps, les qualités morales, avec les Africains du temps, pardon, les qualités morales et surtout sociales de l'évêque manichéen. C'était un homme assez honnête, loyal et désintéressé. Malgré en fait tout ce qu'on vient de voir, son côté un peu mondain, facétieux, Faustus était véritablement un homme de devoir et de conscience, apôtre actif et zélé, prédicateur infatigable. Et on le verra avec les citations d'Augustin, on voit que même sur le fond doctrinal, au-delà du fond doctrinal, justement, Augustin reconnaît des qualités humaines immenses à Faustus, malgré le fait qu'il soit resté manichéen. Puisque Faustus était tout dévoué à son église, il lui a quasiment tout sacrifié, ses ambitions profanes, ses goûts personnels jusqu'à son repos. Pour mieux défendre l'église manichéenne, il a négligé la rhétorique et la littérature, il a étudié la Bible et les livres de Manie, il est devenu exégète et polémiste. Et c'est en cela qu'il est assez proche d'Augustin. Au jour du danger, il n'a pas reculé. Devant le proconsul de Carthage, juste avant qu'il soit envoyé en exil, comme je l'ai indiqué précédemment, il n'a pas songé à renier sa foi. Aucune source ne l'indique, même Augustin, qui aurait utilisé cet argument pour dénigrer son adversaire, ne nous en parle pas. Il n'a pas dénigré sa foi, il a accepté l'exil. Ce n'est qu'une des faces du personnage. Parce que malgré son allure tranchante et son goût pour la controverse, Faustus n'avait rien d'un fanatique. Augustin, encore une fois, nous dit que c'était un homme aimable, de bonne compagnie, qui se savait bel homme et qui avait de l'entre-gens avec le sourire. Il se montrait courtois pour tous, même pour ses adversaires, que pourtant, au fond, il dédaignait. À l'occasion, jusque dans les discussions les plus vives, cette amabilité naturelle se traduisait par un ton de bonhomie. Il disait un jour, au début d'une controverse avec un catholique, « Je vais t'exposer sincèrement ma foi, comme dans une conversation entre amis ». Puisque Faustus a fait des controverses publiques avec les catholiques, et là on va en venir avec Augustin, puisque Augustin et Faustus se sont rencontrés quand Augustin était encore auditeur manichéen.
Dans ses entretiens justement avec Augustin, il a poussé la bonhomie ou la prudence jusqu'à jouer la modestie, confessant lui-même son incompétence en matière de science ou de métaphysique. Donc Faustus pouvait lui-même admettre ses lacunes, mais vous allez voir que même quand il admet son manque de connaissances, il y a peut-être un procédé rhétorique derrière. On va en parler juste après. Vous comprenez donc que Faustus est un caractère assez complexe, où abondaient les contrastes. Curieux mélange de raideur et d'aménité, d'esprit sectaire et de courtoisie, de prétention ascétique et de goût mondain, de vanité puérile et de modestie diplomatique, d'intransigeance sur les doctrines et de condescendance pour les personnes. Cette politesse dans les manières et le langage, cette affabilité, cette bonhomie un peu affectée, c'est naturellement ce qui frappait d'abord le visiteur ou l'interlocuteur, même Augustin. Dans sa formation intellectuelle, Faustus avait subi fortement l'influence de l'école, du système éducatif de l'Antiquité tardive. D'éducation, il était surtout un rhéteur, non point un rhéteur de tradition classique en quête des idées générales et des larges amplifications. Faustus n'était pas vraiment un esprit philosophique, mais plutôt un rhéteur à la mode d'Apulée. Apulée, grand auteur du monde gréco-romain païen et auteur africain, très célèbre dans l'Afrique romaine. C'est aussi pour ça que Faustus l'aimait bien sans doute, puisque Faustus et Augustin étaient assez fiers d'être des Africains. Donc c'est-à-dire, dans le style d'Apulée, ça veut dire qu'il était plutôt soucieux de piquer la curiosité par la nouveauté des questions posées, par des raisonnements qui pouvaient passer par des imprévus, et surtout par des surprises de style. Bref, un rhéteur africain assez bouillonnant, plein de verbe en quelque sorte. Il se distingue aussi par d'autres traits. Déjà, premièrement, une singulière maîtrise du jeu de la dialectique. Très bon dialecticien qui était Faustus, avec une rigueur de géomètre et de grandes subtilités, des subtilités presque d'ordre juridique. Puis une très grande éloquence, ce que lui concédait volontiers Augustin. Et c'est aussi pour ça que les deux sont très intéressants, c'est qu'ils ont des parcours assez proches, et on voit que les deux, même si Augustin n'était pas il a prononcé énormément de sermons, mais c'était plutôt, on va dire que son christianisme a un peu atténué ses qualités d'orateur, mais il a été très bon orateur dans sa jeunesse, et on comprend que Faustus, lui, était un excellent orateur, peut-être encore plus bon qu'Augustin. Puisque même si Faustus avait des lacunes, on va dire, scientifiques, philosophiques, métaphysiques, d'un point de vue de la dialectique pure, du raisonnement et des qualités d'orateur, on comprend que c'était quelqu'un de premier plan. S'ajoute à ces qualités une vaste érudition technique. En ce qui concerne les sciences profanes, comme je vous l'ai dit, l'évêque manichéen Faustus était assez mal armé. Là-dessus, la lecture des extraits de son ouvrage que nous a conservé Augustin le prouve assez bien. Mais depuis son adhésion au manichéisme, Faustus avait complété son instruction scolaire par une étude approfondie des livres saints, donc c'est-à-dire les livres de la doctrine manichéenne que j'ai déjà présenté précédemment. Mais il n'était pas vraiment devenu théologien, c'était pas vraiment le discours théologique qui l'intéressait, contrairement à Augustin pour le catholicisme. Mais par contre, il est devenu très vite très doué et très intéressé par l'exégèse des Écritures. C'est aussi pour ça qu'il connaissait à fond l'Ancien et le Nouveau Testament, qu'il les commentait en homme de métier, avec une compétence de haut niveau en quelque sorte, que beaucoup de prêtres catholiques de l'époque devaient lui envier. Sur ce terrain, s'il avait vécu plus longtemps et qu'il aurait connu Augustin pendant encore quelques années, il lui aurait sans doute tenu tête avec une grande maestria, à n'en point douter. J'en avais déjà parlé dans la toute première conférence sur le manichéisme, à la toute fin, donc ça ne nous rajeunit pas. Il apportait dans son exégèse un sens critique très aiguisé avec une méthode assez réaliste. Par là, c'était un excellent polémiste. Sans trop s'attarder bizarrement à justifier les doctrines manichéennes dans la défense desquelles il était, on va dire, assez peu doué. En fait, ça n'était pas vraiment son sujet d'essayer de défendre théologiquement le manichéisme, c'était surtout de partir en guerre contre les adversaires de l'église manichéenne, d'où une excellente connaissance de l'Ancien et du Nouveau Testament. À la fois pour prendre ce qui est bon, pour dire là, oui, nous reconnaissons Jésus comme vous, mais à la fois aussi pour montrer que ce sont des textes aussi fabriqués humainement, à l'inverse des textes manichéens qui sont censés, pour la plupart, être écrits de la main de Mani. Et je l'avais dit lors de la première conférence sur le manichéisme, il prend comme exemple le prologue de l'évangile de Matthieu, où en fait on a toute une liste de la généalogie du Christ, d'Adam en fait jusqu'à Jésus, et on n'a pas ça dans les autres évangiles. Et en fait ça montre pour Faustus que c'est un texte fabriqué avec un but
voilà, exégétique bien précis, que c'est pas dans la doctrine originelle du Christ, et l'exégèse biblique moderne donne raison aux manichéens, parce qu'on sait que l'évangile de Matthieu, comme je l'ai dit dans une autre conférence, vient d'un milieu judéo-chrétien, de juifs qui reconnaissaient Jésus, mais comme une tendance parmi le judaïsme, et pour justifier cette tendance auprès des autres juifs, ils avaient besoin de montrer la filiation, la généalogie du Christ. Voilà, l'exégèse biblique donne raison, plus de 1500 ans après, à Faustus. Bref, donc vous avez compris qu'en fait, l'exégèse des livres saints, enfin des livres bibliques par Faustus cherchait à montrer les contradictions ou les incohérences, les interpolations et les retouches du texte pour débattre sur le fond et de manière assez précise face aux catholiques. Et c'était une manière de montrer aux catholiques, vous voyez, ces erreurs d'interpolation, de mauvaise compréhension des textes, de montrer que ces textes sont fabriqués, ça peut vous amener à des conséquences morales assez funestes. Bref. Jésus, vous l'avez compris, était avant tout un orateur. Il avait vraiment le goût de la parole, le goût de la coquetterie, il aimait ça, il aimait convaincre, il aimait interpeller. De tout cela, il ressort vraiment quelqu'un d'assez fascinant, qui a eu beaucoup de succès, et on peut dire que le manichéisme nord-africain doit beaucoup à Faustus. C'est aussi pour ça que c'est le seul dont je vous parle, parce que c'est celui qu'on connaît le mieux, grâce à Augustin. À Carthage, nous dit Augustin, l'on ne songeait guère à le critiquer, on se pressait autour de lui, on l'applaudissait comme le grand maître. Donc là, c'est Augustin qui nous livre un peu ses mémoires d'anciens manichéens. Aux yeux des foules, et je le rappelle un peu pour le contexte, dans on va dire le monde méditerranéen, l'éloquence, et c'est encore vrai aujourd'hui, tient lieu de tout. Quelqu'un qui a de l'éloquence, qui sait bien s'exprimer, qui sait convaincre, a un pouvoir que les autres n'ont pas. Et cette éloquence faisait qu'on prêtait beaucoup à Faustus des qualités qu'il n'avait pas, notamment une grande érudition et une science miraculeuse. Et c'est pour ça qu'on l'appelait souvent dans les communautés manichéennes pour instruire les nouveaux auditeurs et surtout pour former les néophytes. Quand, par exemple, dans une communauté manichéenne, un néophyte qui venait de rejoindre l'église avait des doutes, avait besoin d'éclaircissement sur la doctrine, on le tranquillisait par un sourire, on lui disait d'attendre l'arrivée de Faustus et que Faustus allait répondre à tout. On exagère un peu, mais les faits le démontrent ensuite parce que Augustin, tout en étant assez honnête là-dessus, nous indique qu'il était vraiment populaire à la fois à Rome et en Afrique romaine. Que sa gloire n'est pas une invention. Alors, on en vient maintenant au rapport un peu plus conflictuel d'Augustin avec Faustus. Alors, Faustus a été mis en scène par Augustin dans deux de ses grands ouvrages, les Confessions, dont j'ai déjà parlé, où il parle de Faustus, et surtout le Contra Faustum, qui est une réfutation d'un ouvrage de Faustus, celui dont je parlais à la fin de la toute première conférence. C'est dans cet ouvrage que Faustus essaye de réfuter les livres bibliques, surtout l'Ancien Testament, également aussi un peu le Nouveau, et en fait, Augustin avait entendu parler de cet ouvrage, et en fait, il n'avait jamais rien lu de Faustus, et cet ouvrage lui parvient alors que Faustus est sans doute déjà mort, et il rédige une réfutation de l'ouvrage en intégralité, et c'est pour ça qu'on a une grande partie de l'ouvrage qui nous a été conservée, parce qu'Augustin a cité ces passages. J'en reviens maintenant à quelques dates. Les confessions ont été terminées vers la fin de 397 ou 398, donc là, Augustin est déjà prêtre et évêque depuis quelques années, prêtre depuis une dizaine d'années et évêque, enfin moins de 10 ans, pardon, depuis 7-8 ans et évêque depuis à peu près 5 ans. Le Contra Faustum, lui, est terminé quelques mois plus tard, dans le courant de 398. Donc là, c'est aussi intéressant de voir que les deux œuvres qui parlent de Faustus ont été rédigées à peu près en même temps. L'auteur lui-même, donc Augustin, au commencement du Contra Faustum, rappelle les chapitres du premier où il avait parlé de Faustus. Donc il renvoie aux confessions où il évoque déjà Faustus. Or, d'un ouvrage à l'autre, la manière dont il présente Faustus change considérablement. Dans les confessions, ce n'est qu'un bel esprit, un orateur aimable sans doute, mais superficiel. En fait, dans les confessions, Faustus apparaît comme une sorte de sophiste. On nous fait comprendre que c'est quelqu'un qui a un phrasé efficace, une très bonne éloquence, mais que derrière, il n'y a en fait que du vide et que sa pensée est assez creuse. Dans le Contra Faustum, en revanche, malgré toutes les réserves et les critiques, ce bel esprit devient un érudit, un exégète avisé, un excellent polémiste, un adversaire avec qui l'on doit compter et qu'on doit réfuter, parce que si on prend du temps à réfuter quelqu'un point par point, c'est qu'on lui accorde indirectement une importance et donc du crédit.
Des deux textes, en fait, des deux ouvrages différents, se dégagent des conclusions divergentes, qui correspondent évidemment à des impressions très différentes produites sur Augustin par le célèbre Faustus. On va essayer un peu de voir ce contraste. Le contraste s'explique par la différence des circonstances et du point de vue. On sait déjà que les manichéens, pour vous remettre dans le contexte, étaient souvent traqués et toujours sous le coup des lois de répression. Et qu'à l'époque, ils cachaient du mieux qu'ils pouvaient leurs livres qu'ils réservaient aux fidèles de la secte. Puisque je le rappelle, en fait, ils cachaient leurs livres, bon, des fois parce qu'il y avait aussi un peu cette idée qu'on est la communauté des purs, même si les manichéens n'étaient pas cachés, mais c'est surtout qu'ils étaient sous le coup de répression. Et je le rappelle qu'en droit romain, le manichéen, à l'inverse de toutes les autres formes d'hérésie, peut être condamné à mort sans autre forme de procès s'il est manichéen, il peut être condamné à mort sur le champ. On comprend donc l'intérêt de cacher certains textes et de ne pas montrer les livres au grand public. Augustin n'a connu ça va expliquer en fait pourquoi Augustin connaissait mal les ouvrages de Faustus, c'est qu'il les a connus assez tardivement, des années après la mort de Faustus, alors que les deux s'étaient rencontrés des années auparavant. J'en viens maintenant à ce point. Augustin n'a connu le grand ouvrage de Faustus qu'au moment de le réfuter, c'est-à-dire 1 an après la publication des Confessions, 1 an ou 2 à peu près. Jusque-là, il n'était que mal renseigné sur l'homme. Il pouvait le juger que d'après ses souvenirs de jeunesse, puisque en 398, ça fait 15 ans qu'Augustin n'a pas vu Faustus. Et il l'a vu le temps d'un séjour à Carthage. Il ne le connaissait pas plus que ça, mais ils ont eu l'occasion d'échanger entre eux, mais c'est tout. Ce sont des souvenirs lointains où Augustin était encore auditeur manichéen, et il était à Carthage vers 383. Faustus était venu à Carthage, et Augustin demandait à Faustus des explications précises sur des questions de doctrine manichéenne. Et donc il cherchait en Faustus un docteur manichéen, et vous avez vu, Faustus en fait n'était pas vraiment un théologien manichéen, c'était pas vraiment son centre d'intérêt premier. Par contre, quand Augustin rédige le Contra Faustum, alors là tout change, puisque quand il rédige le Contra Faustum, il a entre les mains l'œuvre de Faustus, son ouvrage exégétique et polémique, dans lequel, une œuvre vraiment capitale, dans lequel, comme je l'ai dit, il commente les livres bibliques. Et donc les circonstances avaient changé. À l'époque des Confessions, Augustin n'avait que le souvenir d'un homme un peu beau parleur qui n'a pas réussi à l'éclaircir sur la doctrine manichéenne et qui indirectement a renforcé les doutes qu'avait déjà Augustin sur le manichéisme. Là, tout change. Maintenant, il a l'ouvrage fondamental de Faustus et il peut le réfuter, mais il peut aussi apprécier les qualités intellectuelles de Faustus, ce qu'il ne pouvait pas des années auparavant. J'en viens maintenant à cette fameuse entrevue, puisque comme je vous l'ai dit, le Contra Faustum donne énormément d'informations, mais j'en viens maintenant à ce que j'ai évoqué au tout début, c'est-à-dire cette fameuse rencontre de 382-383, quand Augustin et Faustus se sont rencontrés en chair et en os. Augustin en parle surtout dans les Confessions. À cette époque-là, Augustin avait 29 ans. Depuis longtemps déjà, il attendait à Carthage ce fameux prédicateur dont ses amis manichéens à l'époque vantaient la science et qui devait lui apporter la solution de toutes les difficultés doctrinales qu'il rencontrait alors. En fait, Faustus devait le rassurer et l'éclairer sur la doctrine manichéenne. Le grand homme parut enfin, il donna des conférences publiques, il avait la parole facile et naturellement élégante. Il produisit d'abord une impression très favorable sur le jeune rhéteur. Il me charmait comme les autres, avoue Augustin, et même je le louais, je le vantais plus encore que ne faisaient les autres. Cependant, Augustin cherchait à avoir des entretiens particuliers avec le fameux Faustus, à qui il voulait soumettre ses questions de doctrine. Avec quelques amis, il réussit à le prendre à part. Il lui posa des questions précises. Faustus se récusa, alléguant son incompétence. On va citer Augustin. Il n'aimait ni les sciences physiques, ni la théologie. Avec une modestie imprévue, très touchante si elle n'eût été probablement affectée, il se montra tel qu'il était alors, ou tel qu'il voulait paraître, un apôtre rhéteur, d'instruction médiocre, étranger à toutes les hautes spéculations, incapable d'exposer avec précision et de justifier les doctrines qu'il prêchait. Malgré la déception que lui causaient ses aveux, Augustin se prit d'amitié pour Faustus, qui lui plut, dit-il, par son apparente sincérité. En fait, cet aveu d'incompétence de Faustus a un peu séduit Augustin également.
Alors on a changé de rôle. Sur la demande inattendue de Faustus, le jeune rhéteur se chargea de compléter l'instruction littéraire de son évêque en lui faisant lire et en lui expliquant divers ouvrages classiques. Ainsi, le maître attendu 9 ans redevint écolier, pour la grande joie du monde des écoles et pour la consolation du néophyte. 15 ans plus tard, Augustin avait encore un peu de joie à l'idée de de cet épisode de sa vie avec Faustus. Donc en fait, c'est Augustin qui, face à Faustus qui admet son incompétence dans son manque de culture sur certains domaines, c'est Augustin qui lui fait lire certains ouvrages classiques, sans doute peut-être des ouvrages de philosophie, on n'a pas le détail, et qui apportent des connaissances à Faustus. Et c'est assez touchant de voir qu'Augustin, 15 ans après, enfin plus de 10 ans après, s'en rappelle avec une certaine émotion et une certaine tendresse. D'ailleurs, rien ne prouve que Faustus, lors de on va dire, ce petit imprévu, ce petit, pas couac, mais vous avez compris, ce petit, je cherche mon mot, ce petit, pas quiproquo, mais vous avez compris. On va dire ce petit défaut de prestance et de connaissance de la part de Faustus, rien ne prouve que cet incident-là, en fait, n'ait pas été, Faustus ne s'en soit pas amusé lui-même, puisque Faustus, en bon nord-africain, en bon numide, préférait la littérature à la théologie, comme je vous l'ai expliqué précédemment, et il y avait très bien, lui, lors de cet épisode-là, il avait pu jouer une petite comédie pour se dérober aux questions indiscrètes du rhéteur philosophe qu'était Augustin, tout en profitant de l'occasion pour combler les lacunes de son instruction première sous la direction bénévole du plus fin lettré d'Afrique. Donc là aussi, c'est pas impossible de voir que Faustus a pu un peu piéger Augustin en lui disant bon, je n'en sais pas autant de toi, mais je vais faire semblant de ne rien savoir, comme ça tu vas m'apporter des connaissances en plus. Bref, vous avez vu que l'échange est assez savoureux. Quoi qu'il en soit, Augustin continua longtemps de se représenter Faustus tel qu'il l'avait connu à Carthage lors de ce fameux incident. Ce fameux épisode plutôt, parce que il n'y a rien de grave. L'ayant perdu de vue, et n'ayant toujours rien lu de lui, il ne pouvait le peindre autrement dans ses confessions. Et c'est pour ça en fait que c'est cet incident-là qui a déterminé l'image qu'a gardé Augustin de Faustus dans les confessions. Que j'ai un peu... voilà. J'ai fini ce que je voulais dire, je vais couper le bot et je vous dis à une prochaine fois pour la suite où on abordera un peu le détail du contrat Faustum et des points un peu de réfutation. Comme voilà, ça fait un une petite intervention de ma part, ça tisse la toile manichéenne, ça la rajoute avec une intervention un peu plus longue de ma part, mais voilà, parce qu'on a parlé des manichéens jusqu'à présent, mais à part Mani, qui est une figure religieuse et presque mystique autant que mythique, là on a un peu un manichéen en chair et en os, avec tous ses travers et aussi toutes ses qualités, tout ce qui le rend humain, attachant, agaçant parfois, et je trouvais ça aussi important. Si on veut refaire connaître les manichéens, il faut aussi les faire connaître tels qu'ils ont été, c'est-à-dire des êtres humains en chair et en os, avec leur part d'ombre et leur part de lumière. Voilà, je coupe le bot et je reviendrai une prochaine fois pour d'autres éclaircissements.